BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. BFM Crypto, le club, c'est tous les jours entre 15h et 15h30. Avec aujourd'hui Nathalie Janson, économiste et professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie, bonjour. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. Charles Guillemet est avec nous également, CTO de Ledger. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Et William L, notre journaliste crypto à BFM Business. On va parler d'actu, on va parler de protection dans tous les sens du terme, de wallet, d'adoption des cryptos, des différences toujours entre les États-Unis et l'Europe, d'héritage aussi avec William, vous allez le voir. Vous continuez à nous écrire, à vous poser toutes vos questions sur les cryptos, les plus précises, les plus larges aussi. On vous répond tous les jeudis dans cette émission. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Crypto le club, c'est parti. Charles Guillemet, je suis ravie de vous retrouver, CTO de Ledger, le leader mondial des wallets crypto. Comment allez-vous ? Je vais très bien. On est ravis de vous retrouver dans cette émission. Bon, évidemment, on va parler un petit peu de l'actu parce que les cryptos, sous un angle qu'on n'aime pas trop entendre, on fait l'actu tout le week-end avec ce nouvel enlèvement d'un papa, d'un homme qui a fait fortune dans les cryptos. C'est une expérience que Ledger a déjà vécue à travers l'un de ses cofondateurs. Avec ce qui se passe, avec l'augmentation de cette criminalité sur les 2 dernières années, parce que ça se produit beaucoup en France et en Belgique depuis quelques mois, est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous appréhendez les affaires, le business chez Ledger ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je ne crois pas que ce soit un sujet de crypto particulièrement. Malheureusement, il y a des kidnappings et des enlèvements et de la violence partout dans le monde, tous les jours. Là où il y a de l'argent. Là où il y a de l'argent. Et là, effectivement, on met un coup de projecteur sur ces affaires-là parce qu'il y a de la crypto qui est impliquée. Néanmoins, il y a malheureusement tous les jours des gens qui sont enlevés et séquestrés pour leur extraire de l'argent. Est-ce que ça change quelque chose pour nous ? Non, notre mission, nous, c'est de donner des outils pour les individus et les entreprises pour sécuriser leur crypto. Et donc, ce type d'événement est très, très dommageable, mais je veux dire, c'est le problème des violences en général, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en matière de sécurité, de supplémentaire sur un secteur comme celui-là, qui est déjà assez sécurisé, en l'occurrence, quand on y met les moyens ? Peut-être quelque chose qu'on peut dire et qui est important de souligner, c'est que la blockchain est totalement transparente. Et public et visible. Tout est public, tout est transparent. Si on regarde, là, on parle de la blockchain de Bitcoin, elle existe depuis 2009. Et l'ensemble de toutes les transactions qui ont eu lieu sur Bitcoin, on peut les lire sur la blockchain Bitcoin qui est accessible publiquement. Toutes les transactions, depuis le début. Et c'est vrai pour la grande majeure partie des blockchains. Donc quand il y a des vols de crypto ou des rançons qui pourraient être payés, etc., ce qui se passe, c'est qu'on va voir les fonds sur la chaîne et on va les voir transacter d'une adresse à une autre. Et potentiellement, on va pouvoir les geler lorsque ces fonds arrivent sur des exchanges, etc. Donc en fait, c'est pas une bonne stratégie les cryptos ni pour le blanchiment d'argent ni pour le crime en fait. Et d'ailleurs, quand on regarde, souvent on essaie de mettre en avant un aspect négatif des cryptos qui pourraient être utilisés pour le blanchiment d'argent, mais en fait ça c'est un très mauvais argument, dans le sens où il y a 0,5% des transactions crypto qui sont liées de près ou de loin à du crime, quoi, à la criminalité organisée. Tandis que sur les fiat, sur les euros et les dollars, c'est 5% du PIB mondial. Donc, oui. Et le PIB mondial est dans des ordres de grandeur beaucoup, beaucoup plus grands que les cryptos. Ce qui est un argument, Nathalie Janson, de la Banque Centrale Européenne. Il n'y a pas si longtemps, Christine Lagarde a encore approché les cryptos du terme de criminalité. Exactement. C'est là où la parole publique est quand même... je trouve qu'en France et en Europe, je pense que tout le secteur crypto européen et français en particulier regrette beaucoup ces prises de position publiques de la part de figures d'autorité, parce qu'il faudrait quand même arrêter de dire des contre-vérités, parce que là on est quand même dans l'ordre de la contre-vérité, on n'est pas simplement sur une mauvaise information, je veux dire, voilà, c'est quand même Christine Lagarde, elle est présidente de la BCE, et en fait elle met en avant un aspect de l'activité, en particulier Bitcoin, qui est faux. Je trouve ça, alors j'ai toujours trouvé ça très regrettable,
regrettable. Alors plus les années passent, plus c'est regrettable parce qu'on se dit quand même, voilà. Mais là, c'est carrément, ça expose même des personnes. Donc, je veux dire, il est urgent qu'ils arrêtent d'avoir cette propagande qu'on entend en permanence. Si on compare quand même avec effectivement nos voisins américains, à nouveau, j'ai rarement entendu des prises de position publiques de la part de Gary Gensler, même, il n'était pas un très grand fan des cryptos, mais il n'a jamais... Il n'a jamais mis ça en avant. Non, c'est pas ça son problème. Et moi, je trouve ça effectivement presque criminel et je trouve ça vraiment malhonnête intellectuellement, franchement, d'avoir ce type de discours en Europe parce que je vous dis, il n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays. En tout cas, en France, c'est le cas. Et vous prenez les États-Unis, l'Angleterre, je n'ai pas entendu l'équivalent de la part de figures d'autorité de la Banque centrale et des marchés financiers. En Europe, ils ne se gênent absolument pas. Charles, vous êtes d'accord? Et est-ce que ça constitue, d'après vous, un frein quand même assez important à l'adoption générale? Probablement un petit peu, oui. Effectivement, la parole publique, elle a de l'importance dans le débat public. Donc, quand il y a des responsables politiques qui à des fins politiques, commencent à taper sur Bitcoin et sur les cryptos, avec des angles qui sont effectivement faux, objectivement faux, et des contre-vérités, ça pose d'ailleurs un problème simplement de démocratie au final. Et ça peut être effectivement un frein à l'adoption, dans le sens où les nouveaux entrants qui pourraient être intéressés par les cryptos et par investir dans Bitcoin, etc., se disent finalement, si mon responsable politique me dit que c'est pour le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, je vais peut-être pas toucher à ça. Et le problème, c'est que c'est strictement faux. Donc là, il y a un agenda caché derrière ce genre de paroles. On va y revenir. Je voulais y revenir tout à l'heure. Il y a un agenda caché, en effet. C'est la sortie de l'euro numérique et le fait que dans l'esprit de la BCE, ça fait plus ou moins concurrence aux cryptos, alors que techniquement, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, l'agenda, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a en tout cas, oui, c'est renforcé par cette... je pense qu'il y a une certaine croyance dans le fait que ce n'est pas une monnaie. Enfin, il y a quand même des principes au niveau européen qui sont moins pragmatiques qu'effectivement leurs homologues américains, où en fait, c'est pas une monnaie. De toute façon, nous, il faut une vraie monnaie qui soit une garantie publique. Donc, de toute façon, ce sera l'euro numérique. Et effectivement, ça participe pour décrédibiliser. En plus, en général, ils ajoutent aussi l'agenda, l'argument environnement. Donc là, on a vraiment la panoplie. C'est-à-dire qu'on cible tout le monde. C'est-à-dire que la sécurité, la criminalité pour les plus âgés, l'écologie pour les plus jeunes. Bon, voilà, on a fait le package. Et on va surtout bien limiter l'intérêt pour les crypto-monnaies. Et c'est vrai que quand on en parle après avec les étudiants en cours, ceux qui prennent mes cours dans certaines mesures ne sont pas tous ils y viennent par curiosité et parfois effectivement ils sont étonnés de voir que finalement c'est pas du tout ce à quoi ils pensaient. Ils étaient plutôt contre. Ils viennent pas forcément très pour, mais en tout cas ils ont compris que c'était un petit peu différent de ce qu'ils entendaient. Parlons de Ledger en soi, cette magnifique entreprise. Je l'ai dit, leader mondial des wallets crypto, entreprise créée en 2014, c'est ça? C'est ça, oui. 11 ans après, il y a combien de produits Ledger? Ça dépend ce qu'on appelle un produit. Combien de propositions Ledger? Alors, on a tout d'abord des produits hardware, donc des devices physiques qui permettent de sécuriser ces clés privées. Donc à l'intérieur, on va générer ces clés privées et elles vont être sécurisées à l'intérieur de ces dispositifs qu'on voit à l'écran. On a un écran justement pour être capable de vérifier les transactions qu'on est en train de faire lorsqu'on envoie des bitcoins, qu'on en reçoit, qu'on interagit avec des smart contracts. Donc là, on a toute une gamme de produits matériels comme ça. Ensuite, on a Ledger Live, qui est notre produit software qui permet de gérer ces cryptos, de se connecter à différents exchanges, d'acheter, de vendre, si vraiment on veut vendre, d'échanger. ça me paraît toujours une idée saugrenue, mais pourquoi pas. De staker, de faire du lending, borrowing, donc de l'emprunt ou emprunter dans l'autre sens, disons, et qui permet d'obtenir du rendement sur ces cryptos. Donc ce software-là permet d'accéder à tous ces services-là et le dispositif hardware va permettre de fournir la brique de sécurité pour se connecter à ce software qui est Ledger Live. Et enfin, on a toute la partie B2B qui s'appelle Ledger Enterprise Services, qui est une solution de sécurité pour les entreprises qui veulent gérer leurs cryptos en toute sécurité.
Et on a un aspect sécurité, mais on a aussi un aspect gouvernance, parce que quand on est une entreprise, l'autogarde, la self-custody, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué quand on a un individu. Quand on a un individu, on est le seul à avoir accès à ces cryptos et on veut être le seul à avoir accès à ces cryptos. Quand on est une entreprise, on veut éviter que, même si c'est le CEO ou le CFO, on veut éviter qu'une seule personne ait accès aux fonds de toute l'entreprise, qui sont potentiellement d'ailleurs des fonds des clients de l'entreprise. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on offre, c'est une solution de sécurité qui permet d'implémenter de la gouvernance et décider que tel compte peut être accédé par telle liste de personnes. Et s'ils veulent faire des transactions, ils vont devoir attendre l'approbation de trois personnes parmi 5. Au-dessus de tel seuil, on va avoir besoin de l'approbation du CFO. Ce genre de règles de gouvernance qui est proposé. C'est incroyable le développement d'une entreprise comme la vôtre qui au départ était une clé, presque une clé USB. On l'a vu, les toutes premières clés Ledger, elles ressemblaient à ça. Est-ce que vous avez anticipé, bon, évidemment vous vous êtes adapté, mais est-ce que vous aviez anticipé que finalement, les cryptos, et Bitcoin particulièrement, allaient prendre cette ampleur, allaient à la fois rester dans les plateformes décentralisées, mais aussi atteindre la finance traditionnelle? Est-ce que vous aviez vu ça? Alors oui, on l'a vu, on y a cru, et on a été un peu pris pour des huluberlus parfois. Mais si, effectivement, on y a cru. Et d'ailleurs, la solution entreprise dont je viens de parler, quand on l'a lancée en 2018 et qu'on a dit, vous allez voir, les banques et la finance traditionnelle va commencer à s'intéresser aux cryptos et va avoir besoin de solutions de sécurité, les gens ne croyaient pas trop. Et en fait, là, aujourd'hui, ça arrive et notre produit est déjà sur le marché. Et spécifiquement pour ce genre de use case. Ouais. On est entré dans une vraie ère des cryptos, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump. C'est l'ère des cryptos? Je regarde William L. parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. C'est l'ère des cryptos ou c'est une ère du Bitcoin? Je pense qu'il y a deux choses très différentes. On essaie souvent de les opposer. On a Bitcoin qui est un petit peu de l'or numérique et c'est tout. La proposition de valeur de Bitcoin est vraiment très simple et c'est pas la peine d'essayer d'y voir autre chose. C'est une réserve de valeur qu'on va pouvoir stocker. Il y en a un nombre fini et on va pouvoir l'échanger de manière permissionless, donc sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Donc ça, c'est Bitcoin et c'est très simple. Et ensuite, on a tout un tas d'autres blockchains qui permettent de faire de l'exécution de code décentralisé, comme Ethereum. Et donc là, c'est plus un ordinateur décentralisé. Et donc là, si on veut implémenter des solutions comme dans la finance traditionnelle, c'est-à-dire faire des exchanges, faire des protocoles de prêt et emprunt, tout ce genre de choses, on peut les faire de manière automatique sur l'ordinateur décentralisé dont je viens de parler, qui est Ethereum. Donc là, on va pouvoir remplacer toute l'IT de toutes les banques traditionnelles et fonds d'investissement par... Ça va prendre un peu de temps quand même. Ça va prendre du temps, mais ça arrive déjà. Ça arrive déjà. En fait, à partir du moment où on a quelque chose qui est moins cher, l'ensemble de l'argent qui est dépensé par la finance traditionnelle pour l'IT est gigantesque. Utiliser Ethereum, ça coûte au final pas très cher. Donc on a quelque chose qui est moins cher, qui est instantané, qui est transparent. On a l'ensemble de toutes les transactions qui sont ici, à vue de quiconque synchronise la blockchain. Et composable. Composable, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire un programme qui fait un exchange et qu'on va pouvoir composer avec un autre programme qui va faire autre chose. Donc en fait, tout d'un coup, on a tout un tas d'avantages par rapport aux solutions d'IT qui existent déjà dans la finance traditionnelle. Donc l'adoption, elle va être assez rapide, je pense. Donc c'est 50-50 pour vous, c'est l'ère des deux. C'est deux choses très différentes. Exactement, c'est deux choses très différentes. Et effectivement, 50-50, je ne sais pas lequel va être le plus important, mais d'un côté, c'est un peu comme si on parlait d'un côté de l'or et de l'autre côté de la finance traditionnelle. C'est deux choses qui n'ont pas qui sont reliées parce qu'on parle de finance et d'argent, mais qui ont des rôles assez différents. Et dans les deux cas, en tout cas, Bitcoin va continuer à grossir parce que la proposition de valeur, elle est très importante, notamment face au fiat et aux politiques monétaires. Et d'un autre côté, on a une révolution qui est beaucoup plus technologique, qui est remplacer l'IT des banques et des institutions financières par des blockchains. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a effectivement je pense que c'est une partie qui est sous-estimée. La blockchain, en fait, elle permet en fait, de mieux gérer le risque, ce qu'on appelle de contrepartie, puisque voilà, elle disparaît. Et ça, c'est une vraie révolution en termes de contrats financiers, parce que ça veut dire qu'effectivement, étant donné que vous avez plus ce risque de savoir
puisqu'en fait c'est la blockchain, elle supprime en fait ce risque, eh bien vous pouvez automatiser les contrats et les fluidifier en fait. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que l'adoption, elle se fait de fait dans les institutions financières traditionnelles, parce que comme Charles a très bien expliqué, en fait elles ont un gain évident. Il y a beaucoup moins de risques à contrôler, à suivre, et puis c'est surtout beaucoup plus rapide et en termes d'exécution, et en plus c'est moins cher. Donc je ne vois pas comment les institutions financières résisteraient, et on voit bien qu'elles ont largement commencé à le faire. Elles ont commencé à le faire. Et voilà, de eux ça leur améliore leur quotidien, et donc ça c'est une partie effectivement qui est rattachée plus globalement à ce qu'on appelle la tokenisation, et qu'effectivement est très compliqué. Enfin, il y a plein de gens qui bloquent sur ce concept, parce que je pense qu'effectivement, il faut vraiment voir qu'en fait, on entre dans une nouvelle ère où en fait, on va rendre plein de choses liquides, des choses qui ne le sont pas. Et l'immobilier, par exemple. Voilà, tout. Et en fait, mais ça peut s'appliquer à tout. Et je pense que ça, c'est une barrière. Enfin, il y a beaucoup de résistance par rapport à la capacité de se projeter dans ce monde-là, et donc il y a des gens qui veulent pas. Enfin, il y a un concept, voire un produit qui émerge par jour, quasiment. Enfin, je veux dire, ça va tellement vite en ce moment qu'on comprend qu'il y a un retard comme ça dans la compréhension des produits. Effectivement, il y a beaucoup d'innovations, mais après, dans l'innovation, il faut trier. Il faut trier, mais il y a beaucoup de produits qui meurent, mais il y a certains cas d'usage qui restent et qui vont continuer de rester. Et je pensais, pendant qu'on discutait du cas du paiement, aujourd'hui, on a Visa, Mastercard qui sont hégémoniques sur le marché du paiement partout dans le monde. Tous les deux américains, et qui prennent entre 1 et 3% de frais de l'ensemble de toutes les transactions qui ont lieu aujourd'hui. C'est une situation de monopole qu'on peut dénoncer, et qui est assez facilement disruptable avec des blockchains. On utilise des blockchains avec des dollars tokenisés, avec des USDT, des USDC, et on peut faire du paiement instantané et presque gratuitement partout dans le monde. Donc là, encore une fois, on a un exemple d'application où c'est pas une question de politique ou quoi que ce soit, c'est une question que... C'est quand même une question de concurrence, quelque part. Oui, c'est une question de concurrence. Donc à quel terme ça pourrait remplacer les systèmes de paiement? Là, on le voit déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent beaucoup, et encore une fois, beaucoup aux États-Unis. Donc là, ça va venir. Après, la question, c'est comment Visa et Mastercard vont se battre contre ça. C'est ça. Et je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont embrasser le sujet. Eux-mêmes proposer une offre. Bien sûr. Ils proposent déjà, de toute façon, avec Coinbase, tout ça. Enfin, ça fait longtemps qu'ils ont proposé leur service en termes de paiement pour faire la jointure, quoi, en fait. On va parler d'héritage, ça vous concerne aussi, parce que l'héritage via Ledger, on va voir s'il y a quelque chose à faire avec vous, William L. Succession et héritage en crypto-monnaie. Forcément, avec le temps, commence à y avoir des cas pratiques, des détenteurs de plus en plus, heureusement. Et vaut mieux, effectivement, en cas de succession, toujours, prévenir que guérir. Comment prévoir sa succession, et surtout, pour commencer, quelles sont les règles en France, William L. Parce que comme tous les héritages, la crypto, elle aussi, ça peut devenir un véritable cadeau empoisonné pour les successeurs. En France, il n'y a pas de dispositif spécifique pour la crypto-monnaie lorsqu'une personne décède et qu'il y a succession de ses actifs. La valeur de ses actifs numériques, elle va être définie par le cours de l'actif le jour de son décès. C'est-à-dire que moi, si je meurs demain dans un accident de voiture, on va prendre pour exemple, le prix du Bitcoin, il est à 94 000 euros. Si je les lègue à mon fils, mes Bitcoins, l'administration va considérer que c'est une valeur de 94 000 euros, enfin dollars, je dis euros, on est en dollars évidemment. On peut imaginer que lorsqu'il va payer l'impôt sur l'héritage, ça va pas être forcément avantageux pour lui. Alors en plus, là, on parle des crypto-monnaies qui sont... Là, j'ai pris l'exemple Bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui est volatile, mais beaucoup moins que d'autres crypto-monnaies. On imagine avec des altcoins ou des memecoins, si on rajoute ça dans l'héritage, là, on peut avoir des cours qui fluctuent énormément. Et clairement, pour l'héritier, c'est vraiment pas avantageux. Et là, justement, on conseille d'aller voir un expert. Ça, c'est la règle, en tout cas. Il faut aussi le récupérer, l'héritage. Ça, c'est une question d'information. C'est peut-être là la plus grande difficulté. Comment on fait, par exemple, avec les grandes plateformes ? C'est un peu comme pour les banques, en fait. Il y a souvent des sommes conséquentes sur certains comptes qui dorment parce que les institutions, elles ne sont pas au courant que la personne est décédée. Et surtout,
les héritiers n'ont pas connaissance non plus de tous les comptes et de tous les actifs de cette personne. C'est là qu'il faut anticiper, surtout quand ils sont à l'étranger. Ces comptes, c'est encore plus difficile. Et le vrai problème, c'est ça avec notre écosystème. Il y a de nombreux acteurs, on le disait, et c'est la transmission des informations. Combien de congés ? Où est-ce qu'ils sont situés? On peut évidemment passer par un notaire pour transmettre ces informations. Ça, c'est la voie classique en matière de succession. Et c'est surtout la première chose à faire pour faciliter les choses. Déjà, il faut que les utilisateurs ils restent sur des plateformes réglementées sous le cadre de PSAN, c'est-à-dire les prestataires d'actifs numériques. Mais dans la plupart des cas, in fine, ça va être à l'héritier de faire le gros du travail. Il va falloir fournir des certificats de décès, des testaments, des documents d'identité, des preuves en fait à ces plateformes pour pouvoir récupérer cet argent. Ça va pas se faire tout seul. Cet argent qui nous revient. Quand qui même. nous revient, mais oui. qui malheureusement ne va pas tomber tout seul sur notre compte. Ensuite, il y aura la case impôt. Ça, c'est autre chose. Alors, ne serait-ce qu'un testament. Aujourd'hui, déjà, ça peut largement faciliter la tâche à vos héritiers. Oui, effectivement. Là, c'est pour les plateformes centralisées, mais qu'en est-il justement quand on a un wallet ledger, un hot wallet sur les blockchains qui sont nombreuses? D'ailleurs, ça peut quand même devenir très compliqué au final. C'est là que ça se corse et c'est là que c'est le plus difficile. On peut avoir de nombreux wallets et de nombreuses phrases de récupération à stocker. Et pour conserver ces données, chacun sa méthode. Il y en a qui le cachent dans un carnet, qui le mettent sous leur oreiller, d'autres dans des ordinateurs qui vont déconnecter d'Internet pour pas se faire pirater. Ou aussi, il faut savoir où se trouve la clé ledger du défunt. Alors ça, vous avez sorti un système récemment pour récupérer sa phrase ledger, il faut y souscrire, ça c'est autre chose. Mais il est là le cœur du problème dans le Web3 avec toutes ces blockchains, c'est que vos proches, ils savent pas combien de wallets vous avez, ils savent pas combien il y avait dessus. Et là, il y a des startups qui commencent à se monter, à apporter des solutions en gardant justement ce mantra bien propre à notre écosystème, c'est vos clés, vos cryptos. Pour s'affranchir d'un tiers, qui en l'occurrence ici serait le notaire, et du coup, en qui il faut vraiment avoir confiance. Ouais. J'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, elle s'appelle Seed, et eux, ils ont créé un logiciel qui fonctionne entièrement hors ligne. Le but, c'est d'envoyer des informations que vous aurez définies au préalable à vos successeurs en temps voulu. Exemple, si je ne me suis pas connecté pendant 3 mois sur ma boîte mail, par exemple, c'est une durée que j'aurais définie au préalable, automatiquement, un message va s'envoyer aux proches que j'aurais choisi. Ce message, il peut prendre la forme de ce qu'on veut, un texte, une vidéo, un audio. Et dans ce message, je peux mettre également ce dont il aura besoin. Je peux mettre les phrases de récupération de tous mes wallets, l'endroit où j'ai enterré ma ledger dans le jardin, par exemple aussi. Non, mais clairement, c'est ça aussi, il faut la retrouver. Et puis les mots de passe de mes différentes plateformes sur lesquelles j'ai des fonds. Imaginons que notre successeur soit un néophyte, on peut lui expliquer aussi la marche à suivre, ou même la personne à aller voir, un autre proche qu'on a, qui pourra lui expliquer comment récupérer tout ça. On peut aussi les échelonner, ces messages, en donnant accès, par exemple, 10 ans après sa mort, à un wallet qu'on aurait voulu clairement laisser de côté pour qu'il puisse le récupérer plus tard. Alors, ça donnera peut-être des idées aussi à certains pour peut-être faire une chasse au trésor sur ces cryptos après sa mort. Ce sera pas la chouette d'or, ce sera le ledger d'or. Exactement, j'y pensais en écrivant ça. Bon, il y a évidemment d'autres startups qui proposent des solutions de ce type. Ils ont tous un fonctionnement plus ou moins différent, mais vous l'aurez compris, l'objectif, c'est pour ne rien perdre dans la succession, il faut surtout tout planifier. Oui, tout planifier. Chez Ledger, il y a une mention d'un héritage, d'un héritier dès le départ. Il y a cette possibilité aussi Alors, nous, on n'a accès à aucun fonds de nos utilisateurs. Et encore une fois, quand on est un utilisateur de Ledger, on va générer sa phrase de récupération, donc les 24 mots. Et en fait, les 24 mots sont la représentation human readable, enfin, qu'un humain peut comprendre, du secret qui permet de débloquer les bitcoins et l'ensemble des cryptos. Une fois que l'utilisateur a ce secret, c'est lui qui en a la complète responsabilité. Nous, on ne le connaît pas et on ne peut avoir aucune action sur ce secret. Donc c'est vraiment une responsabilité, une responsabilisation du client. Et donc l'héritage, ça consiste en fait à faire passer ces 24 mots à son légataire. Comment on le fait? Là, chacun peut réfléchir. On peut le faire de notre vivant. Le désavantage, ça veut dire, oui, mais si on donne nos 24 mots de notre vivant à notre légataire, ça veut dire qu'il a aussi accès à nos fonds. Donc
Mais c'est une possibilité, bon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Après, alternativement, on peut réfléchir à découper ces 24 mots en plusieurs morceaux, en mettre un chez un notaire. Il y a plusieurs trous dans le jardin. Vous les cachez quelque part Ouais. et expliquer dans l'enveloppe du notaire où est-ce qu'ils sont cachés. En fait, on peut réfléchir à ce genre de choses, mais effectivement, il faut planifier. Si on ne fait rien, par contre, cet argent va être perdu à jamais. D'ailleurs, on dit dans ce genre de cas que c'est un don pour l'ensemble de l'écosystème parce que la masse monétaire accessible a diminué. Se réduit, exactement. Nathalie Janson, vous avez une... Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas tellement finalement pensé aux successions, mais on a bien pensé aux impôts sur les cryptos quand même. Oui, on remarquera qu'effectivement, les Français sont trop forts. Mais limite, il faudrait mettre les impôts sur nos cryptos pour qu'ils sachent eux-mêmes dès le départ, que ce soit eux qui nous disent « Ah bah vous nous devez tant », comme ça on aurait la somme finale. Au final. Exactement. Dans l'autre sens, hein, comme ils sont équipés techniquement. Voilà. Vous vouliez revenir, vous, sur la Fed qui assouplit les exigences vis-à-vis des banques qui voudraient se positionner sur les cryptos. Donc ça se passe aux États-Unis. Oui, en fait, là, il y a quelques semaines, c'est très léger ce qui s'est passé, mais c'est le premier signe. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu quelques textes administratifs qui avaient été, pendant l'administration Biden, mis en place pour faire en sorte que les banques déclarent bien si jamais elles devaient se positionner sur des activités crypto avec toutes les précautions qu'il fallait y mettre. Et là, en fait, ils les ont enlevées. Donc bon, c'est pas encore l'ouverture totale, mais déjà c'est indicatif du fait qu'on veut moins on veut moins surveiller et mettre parce qu'à l'époque ces textes-là, c'est ce qu'ils disaient en fait, c'était des mises en garde. Les mises en garde ont été retirées. Donc voilà, donc effectivement, ça veut pas dire que demain matin toutes les banques vont y aller, mais c'est un signe qu'effectivement on va pas mettre un accent sur l'activité en plus, et de toute façon c'est pas le sens non plus des dernières déclarations. Là pareil, il y avait eu quelques déclarations de Lubnik. Voilà, c'est clair qu'on n'est pas dans cette dynamique là. La prochaine étape, c'est effectivement ce qui va être fait sur les stablecoins dollars, puisque ça c'est quand même un sujet important. Et le rôle des banques aussi par rapport à la possibilité pour eux d'entrer dans ce secteur est un autre sujet important. Ça, c'est une prochaine étape très déterminante. Mais c'est vrai que là, on voit la différence effectivement clairement avec l'Europe, la porte ouverte, la porte fermée. Oui, c'est que voilà. Et on voit par ailleurs que les gros exchanges américains, Coinbase et Kraken, demandent des licences bancaires. Ce qui montre que la porosité entre les deux mondes, et en fait, on va citer un merge. En fait, ces deux choses vont être la même chose. En fait. Et vous, ça vous fait pas peur en termes de... Vous qui faites tout maintenant, vous faites pas seulement la détention, vous faites aussi vous l'avez dit, acheter, vendre, même si on n'a pas forcément envie de vendre, mais... en termes de concurrence, ça vous fait pas peur, cette porosité ? Alors, il y a une véritable différence entre avoir un actif financier qui est détenu par une banque auquel on est exposé donc au prix du Bitcoin et vraiment détenir son Bitcoin. Vraiment détenir son Bitcoin, c'est la liberté complète. Il n'y a personne qui peut nous nier ce droit. Lorsqu'on a un ETF chez BlackRock qui représente le prix du Bitcoin, effectivement, on est exposé au prix du Bitcoin. Mais déjà, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas l'envoyer, on ne peut pas interagir avec les blockchains et on ne le possède pas vraiment. C'est une vraie différence. Une vraie différence, exactement. Merci à tous les trois. Je n'ai pas eu le temps de tout aborder. Nathalie, il va falloir revenir. Exactement. Comme d'habitude, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. William L, journaliste crypto, BFM Business. Et Charles Guillemet, CTO de Ledger. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, sur BFM Crypto, le club. Les programmes continuent évidemment sur BFM Business. Dans un instant, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.